Ok, bonjour à tous, merci beaucoup d'être là aujourd'hui pour parler de la sobriété en santé. Alors je vais volontairement commencer par les intervenants. À mon avis, il y a deux types d'intervenants sur cette table, il y a même trois. Il y a les intervenants pour qui la sobriété est un peu comme une évidence économique, c'est-à-dire que ce n'est pas facile à faire, mais au moins ça va dans le sens du modèle économique. Et puis il y a ceux pour qui c'est peut-être plus difficile parce que la sobriété veut dire une perte de revenus. Et puis Bertrand, je pense que vous jouerez un peu le rôle d'arbitre scientifique de tout ça, par votre position de médecin et surtout d'intervenants ou de participants du Health Data Hub. Donc je vais commencer par vous, Delphine, si vous voulez bien. On peut imaginer que la sobriété, pour vous, c'est quelque chose qui est donc dans le sens de votre modèle économique, parce que ça veut dire moins de soins ou moins d'actes, étant entendu que ce sont des actes qui ne seraient pas indispensables, et que s'il y a moins d'actes, ça veut dire moins de remboursement, donc c'est quelque chose qui va dans le sens d'une baisse des coûts. Absolument, mais je pense que la sobriété, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde, et tout le monde ici dans cette salle, parce qu'on a, depuis ce début de journée, parlé des problématiques de vieillissement de la population, de la sédentarité, de la montée des maladies chroniques, et tout ça amène derrière un besoin en soins et en accompagnement. Et quelque part, les moyens restent finis. Et je ne vais pas reparler des sujets de la dette publique, etc. Donc, la sobriété, au bout du bout, la capacité à maîtriser l'évolution du coût de la santé, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les opérateurs de santé. Puis, le groupe VIV, c'est effectivement un assureur, mais c'est aussi un opérateur de santé. Mais peut-être, avant d'aller sur ce sujet de la sobriété du soin, il y a un sujet qui m'a frappé ce matin. On n'a pas du tout parlé d'environnement dans cette salle. Or, il y a un lien absolument clé, phare, impactant entre l'environnement, le dérèglement climatique bien sûr, mais aussi tout ce qui tourne autour de la biodiversité et la santé. 46 000 décès prématurés liés aux problématiques de pollution, les engrais avec les impacts sur la santé, les polluants éternels, voilà, toute une série de sujets qui ont, alors on peut se libérer et dire mais attendez, c'est pas nous, c'est l'industrie, c'est l'alimentation, c'est les modes de... Mais tout ça impacte in fine la santé. Et ce sont des choses finalement à bas bruit, mais qu'on paye déjà et qu'on va continuer à payer demain, après-demain et après-après-demain. Donc la sobriété, c'est évidemment la sobriété dans le soin, mais c'est la sobriété aussi en impact environnemental de tout le secteur de la santé. The Shift Project a établi, en tout cas a évalué, que le secteur de la santé dans son ensemble, c'était 8% des émissions carbone. 8%, il y a de quoi travailler. Et dedans, un tiers, c'est les médicaments. Donc je pense que tous, ici dans cette salle, il y a ce sujet à prendre en main. Comment on fait en sorte, avec les activités qui sont les nôtres, avec les moyens qui sont les nôtres, d'aller contribuer à cette sobriété en matière d'environnement, parce que le lien avec la santé, il est absolument majeur. Et puis, deuxième point, on parle beaucoup d'atténuation, donc comment on arrive à aller chercher un peu plus de sobriété. On a parlé d'IA, on voit que ça va quand même pomper en termes d'impact carbone de manière magistrale, mais il y a aussi l'adaptation et l'adaptation de tous nos métiers. Comment on s'adapte pour soigner des personnes âgées. Nous, dans notre groupe, on a 130 EHPAD. Comment on adapte les locaux, les façons de prendre en charge, la manière dont on opère pour arriver à travailler avec des pics de chaleur, non seulement une température moyenne plus haute, mais surtout des pics de chaleur. Et ça impacte absolument tous nos métiers. Voilà, donc, environnement et santé, la sobriété, c'est aussi la contribution à la sobriété en matière d'impact environnemental. Merci beaucoup, ça me va bien parce que ça me donne la transition vers les locaux et vers vous, Xavier. Donc, je veux bien que vous nous disiez très brièvement que fait votre groupe et du coup, qu'est-ce que veut dire la sobriété pour un groupe qui est un groupe d'immobilier de la santé? Oui, merci, bonjour à tous. Donc moi, je représente un opérateur immobilier, un investisseur. Donc, je gère un portefeuille de murs d'établissement, donc je ne suis pas opérateur, je donne en location des murs. Alors moi, ce que ça évoque tout de suite pour moi, la sobriété, parce que je suis un acteur immobilier, c'est d'abord l'efficacité énergétique, la sobriété donc, des consommations énergétiques, et puis l'impact carbone des immeubles qui est assez fort. À l'échelle du patrimoine dont j'assure la gestion, il y a 2 millions de mètres carrés, 2 millions de mètres carrés de cliniques ou d'EHPAD, de cliniques de soins de suite ou de cliniques MCO. Il y a à peu près 60 millions de tonnes de carbone chaque année qui sont dégagées par le fonctionnement de ces bâtiments et des consommations énergétiques qui sont de l'ordre de 500 gigawattheures, donc c'est assez considérable.
En fait, on se rend compte qu'en faisant des investissements, on peut réduire ça. C'est un objectif qui est fixé d'ailleurs par la loi, c'est le décret éco-énergie tertiaire, et puis on s'inscrit aussi dans des démarches de réduction du carbone. Et ça, c'est de l'ordre de 5 à 10% d'investissement, de la valeur de l'immeuble à investir pour parvenir à des réductions de l'ordre de 25 à 30% des énergies. Donc c'est possible d'aller vers plus de sobriété, mais ça requiert quand même un effort d'investissement assez important. Et ça m'amène au deuxième point de la sobriété, pour moi, c'est que moi je suis un investisseur, enfin, je représente en fait des capitaux qui cherchent à s'investir à long terme dans le secteur immobilier et attachés à la santé. Et en fait, ce dont ont besoin les apporteurs de capitaux, c'est de la sécurité, de la visibilité et l'assurance finalement que les loyers vont être payés, que la valeur d'usage va être maintenue. Et ça, eh bien, c'est renforcé par une recherche de sobriété, d'économie, parce que finalement un opérateur qui fonctionne dans un établissement qui est sobre, il va être plus efficient et il va finalement être plus à même de bien payer son loyer. L'abus de mètre carré, c'est pas bon pour la santé, hein. Donc c'est aussi ça la sobriété. Et nous, on est un peu dans le rôle qu'on a finalement de challenger les projets d'investissement. On a ce rôle de devoir trouver aussi là où il y a peut-être des mètres carrés superflus et chercher à pousser vers des économies, faire un peu moins pour faire mieux et faire pour nous, de notre point de vue, plus durable, moins risqué. Et finalement, c'est ce que recherche notre modèle. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que la sobriété pour un investisseur immobilier comme vous, ça veut dire avoir des bâtiments qui sont moins énergivores, donc ça coûte moins cher, mais en même temps, ça émet moins. Bon, tout le monde est a priori content de ça. Ça veut dire moins de mètres carrés pour un même nombre de lits donnés ? Alors, oui, en fait... Parce qu'il y a un débat là-dessus, savoir s'il faut faire des grands hôpitaux ou des petits hôpitaux. En fait, il y a bien sûr un débat, mais j'ai envie de dire ce débat, il est résolu maintenant depuis quelques années, hein. Le virage ambulatoire, il est partout, il est très fort, il s'est encore accéléré avec le passage du Covid et finalement essayer de ne pas garder les patients plus longtemps. Nous, tous les investissements qu'on porte, ils visent à restructurer des immeubles existants qui étaient conçus, je vais schématiser très fortement, mais c'était un hôtel avec à côté un plateau technique. Les gens restaient à l'hôtel et puis passaient au plateau technique. Pardon, mais c'était les patients, c'était fait comme ça. Maintenant, on transforme complètement ça. On est sur des immeubles de flux. Et donc, on concentre davantage les métiers hospitaliers sur des espaces plus petits, plus techniques. Ça fait des mètres carrés plus chers, mais il y en a beaucoup moins. Et par rapport à tout ce que j'ai exposé sur finalement le sens de la sobriété, etc., ça fait aussi finalement des charges locatives qui sont moindres par rapport au chiffre d'affaires qui peut être réalisé dans les murs et donc plus de capacité à payer le loyer pour ce qui... Donc votre message en simplifié, c'est que ça fait des loyers qui sont moins importants pour les groupes de cliniques privées, donc vous avez plus de garanties qui vont pouvoir payer le loyer, vos investisseurs sont contents. Parce et la valeur d'usage est meilleure, ce qui est aussi un point très important. Avec la sobriété, finalement, on vient aussi à se reconcentrer sur ce qui est essentiel, donc finalement ce qui a plus de valeur. Merci beaucoup. Bertrand, vous voulez commencer à réagir à ça ou vous voulez que je passe à la partie compliquée, c'est-à-dire les gens pour qui la sobriété veut dire une baisse de chiffre d'affaires ? Je peux dire un peu, pour moi, ce que évoque santé-sobriété, ça renvoie à l'efficience, à la notion d'efficience. Et je pense qu'il y a des gisements d'efficience très grands et en particulier, je pense qu'on a un énorme gisement d'efficience qui est dans la meilleure utilisation secondaire des données de santé que l'on produit dans les soins en vie réelle. Je pense que c'est un gisement incroyable, à la fois pour améliorer la prise en charge des patients et en personnalisant justement la prise en charge, et en même temps pour alimenter la recherche, et notamment, mais pas simplement, nourrir ces fameux algorithmes d'IA dont on nous a tant parlé par des données de vie réelle. Et sur ce sujet, on a en France une chance. On a un vaisseau amiral, qui est une base de données unique en Europe, qui est le SNDS. Et autour du SNDS, on a une multitude de productions de données. Je pense, j'ai appris tout à l'heure, 250 millions de consultations de médecine générale. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Comment on les utilise ? Est-ce qu'elles servent à la communauté pour essayer justement, en fonction des territoires, d'être plus agile ? On a les entrepôts de données hospitaliers. On a toutes les cohortes, je pense notamment à la cohorte Constance. On a tous les registres, que ce soit les registres pour les maladies rares que les registres nécessaires pour l'évaluation. Est-ce qu'aujourd'hui, on est réellement en capacité
d'avoir une bonne structuration de production de ces données pour pouvoir les partager? Est-ce qu'on a des règles d'accès et de chaînage de ces données qui sont ouvertes? Aujourd'hui, on est dans un système un des plus compliqués d'Europe où il faut clairement passer d'une notion de zéro risque et de principe de précaution à une réflexion bénéfice-risque pour la société, et qui a là stimulé ensuite le partage des données. Alors, par exemple, et je suis totalement d'accord avec vous, nous avons lancé avec le Green Data Health les premiers appels d'offres permettant justement de chaîner des données de santé avec des données environnementales. On est en silo, c'est absolument incroyable. On a des données de santé par le SNDS et d'autres extrêmement riches. On a des données environnementales incroyablement riches et on n'a jamais, pour l'instant, mis en capacité les deux. On est en train de le faire et vous avez complètement raison de dire que c'est un enjeu, mais majeur. Donc, on commence à structurer cet écosystème, mais à mon avis, il faut accélérer, et c'est un bénéfice pour tout le monde, d'accélérer cet écosystème de structuration et de partage de ces données en vie réelle. Alors, vous avez posé les questions, mais là, aujourd'hui, c'est moi qui pose les questions. Donc, je vous repose la question. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est en train de se faire, ou est-ce que vous identifiez des blocages? Peut-être ça va être la fête de la CNIL, mais ça nous intéresse. Alors, un des partenaires, mais ce n'est pas le seul, un des partenaires, c'est le Health Data Hub, qui est cette structure qui a été créée en 2019 et dont c'est précisément le rôle. C'est d'organiser, de structurer, d'aider au développement de tout cet écosystème en agissant à tous les niveaux. En amont, le HDH, ou plateforme des données de santé, pour parler français, a aidé justement à l'élaboration du cahier des charges pour les entrepôts de données hospitaliers. De la même façon, le HDH accompagne la première base de données en médecine générale. Enjeu énorme pour lequel, pour l'instant, on n'a pas grand-chose. On fait des appels d'offres pour structurer effectivement des projets. On a lancé les premiers appels d'offres à projets avec le Green Data Health pour justement marier données environnementales. Bref, oui, ça bouge. Est-ce qu'il y a des résistances? Oui. Est-ce qu'elles sont nombreuses? Oui. Est-ce qu'on voit le bout du tunnel? Un petit peu, mais pas vraiment. Ok, merci beaucoup. Juste avant de passer la parole aux autres interlocuteurs, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, même s'il n'est pas fait, mais d'application potentielle? Souvent, par exemple, ce qu'on se dit, c'est qu'on va regarder des disparités entre deux géographies et on va se dire que ces disparités ne sont pas déterminées par le problème de santé et donc on va suspecter que dans l'endroit où il y a plus de soins par rapport à un problème de santé donné, c'est là où il y a du gaspillage. Est-ce que c'est comme ça que vous faites? Non, ça va beaucoup plus loin. C'est pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant. C'est qu'on va vraiment vers une médecine personnalisée. Je vais prendre deux exemples. Je vais prendre l'exemple DeepSarc, qui est une étude qui a pour objectif de regarder dans la vraie vie comment réagissent au traitement les sarcomes, donc en utilisant à la fois la base de données du réseau des 26 établissements qui s'occupent des sarcomes en France. Ils ont une base de données médicale très précise, couplée au SNDS, avec le développement d'un algorithme. Et l'idée, là aussi, très simple et très forte, c'est en tenant compte effectivement des variabilités de réaction de chacun, comment améliorer mieux les traitements. Pareil, un autre exemple qui est DEPIST. DEPIST, c'est pareil pour le cancer du sein. C'est un projet qui associe l'utilisation, la lecture des mammographies par l'intelligence artificielle, couplée à des bases de données médicales, couplée au SNDS, avec un objectif très simple et très fort, qui est de pouvoir essayer de déterminer en fonction du profil vrai des patients en vie réelle, c'est ça qui est tout à fait intéressant, celles qui vont rechuter plus vite pour faire en sorte que l'intervalle des mammographies ne soit pas un intervalle toujours le même, mais qu'on puisse, pour ces femmes, faire une mammographie plus tôt. Voilà des choses. Alors, j'en ai plein comme ça. Il y a un dernier exemple, ça va vous faire plaisir. C'est un exemple qui associe l'INSERM, Météo France et la base de données du groupe scientifique technique du bâtiment, qui étudie comment les variations climatiques et les pics de chaleur influent sur l'offre de soins
en tenant compte de l'habitat. Donc voilà des choses très très concrètes qui montrent que ça va servir à personnaliser et à améliorer l'efficience de la prise en charge. Mais il faut que tout le monde partage ces données, il faut qu'on soit en open source, et là il y a des résistances incroyables, et voilà, bon, mais pour les résistances... Merci beaucoup, on y reviendra éventuellement. Delphine, là ça se complique, parce que pour la pharma, la sobriété, ça veut dire peut-être moins de médicaments, donc moins de volume, donc moins de chiffre d'affaires, donc c'est... Même si c'est nécessaire, comment est-ce qu'on se débrouille pour défendre ça? Alors, la première des choses que j'aimerais dire, c'est que je pense que la sobriété, c'est l'affaire de tous. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Delphine, parce que dans un monde à ressources contraintes, de toute façon, c'est quelque chose vers lequel il faut aller. S'agissant du médicament, puisqu'on en parle, de quoi parle-t-on? En fait, c'est avoir de la tempérance, c'est-à-dire faire en sorte que la consommation de médicaments soit vraiment adaptée aux besoins et pas, on va dire... surprescrite ou quelque chose comme ça. Et laissez-moi vous parler d'une part du bon usage du médicament qui, je pense, est l'affaire de tous, de tout un collectif. Pourquoi? Parce que ce bon usage, en fait, pour moi, ça veut dire trois choses. C'est un impact sanitaire, c'est un impact économique et c'est un impact écologique. Et j'allais en parler justement, Delphine, donc je pense que c'est très important. Alors, l'impact sanitaire du bon usage. La France n'est plus, depuis un certain temps, la championne du monde de la consommation de boîtes de médicaments. Ça, c'est déjà un premier temps, donc on voit cette tempérance arriver. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'à certains endroits, dans le système de soins, il n'y a pas de mésusage, des choses qui sont prescrites en trop et qui peuvent être extrêmement néfastes pour les patients. Il y a des choses qui nous viennent à l'esprit qu'on connaît tous, l'antibiorésistance, quand l'antibiotique n'est pas prescrit à bon escient, et on sait que ça va être un énorme problème de santé publique plus tard. La polymédication du sujet âgé, quand vous recevez ou que vous prenez 7 ou 8 médicaments tous les jours, il y en a certains qui interagissent entre eux, donc l'effet s'annule, voire même délétère pour le patient. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre d'endroits dans le système de soins, ces efficiences que vous décrivez, mais qui sont absolument fondamentales, encore une fois, pour le bien du patient. Donc ça, c'est l'enjeu sanitaire. Quelques chiffres, 130 000 accidents par an d'interactions médicamenteuses qu'on pourrait éviter, 10 000 décès, c'est ce qu'on estime à peu près, 200 000 hospitalisations qui pourraient être évitées à cause de ça. Donc ça, c'est le premier volet qui est le volet sanitaire. Donc on voudrait que les médicaments soient actifs au bon endroit et non pas que leur effet s'annule. La deuxième chose, c'est l'aspect évidemment économique. Ce mésusage va forcément entraîner des consommations de consultations supplémentaires, des hospitalisations, nous en avons parlé. Et ce coût-là, il est énorme. Le comité bon usage, le collectif bon usage du médicament, évalue à peu près entre 40 à 75% des choses qui pourraient être évitées si on consommait mieux les médicaments. Et la troisième chose qui est importante également, c'est forcément l'aspect écologique. Vous l'avez dit, le Shift Project est très clair. Nous pesons tous, autant que nous sommes dans cette salle, 8% des émissions de carbone en France. Donc, adapter la consommation de médicaments fait évidemment partie, au-delà d'adapter bien sûr notre outil de production, la décarbonation, etc., quelque chose dont il faut faire attention. Et puis, soyons évidemment tous très lucides, dans cette période de PLFSS, le budget du médicament va être, comme tous les autres budgets, contraint. Donc, c'est une chance pour nous de pouvoir générer des économies et voir comment est-ce qu'on peut mieux soigner les patients tout en générant des économies. Donc ça, c'était pour le bon usage. Après, si je puis me permettre, je pense que c'est important de voir tout ce qu'on fait au niveau du collectif. Moi, j'aime bien l'idée de soigner mieux avec moins. Et qu'est-ce que ça veut dire, le moins? Collectivement, quand on a eu des discussions suite à la mission Borne avec le LEM, dont je fais partie, il nous a semblé évident qu'on ne pouvait plus continuer à étendre l'enveloppe des médicaments sans faire nous-mêmes un vrai effort, un véritable effort, et se dire où est-ce que nous, industrie des médicaments, pourrions générer des économies. Et donc, nous avons travaillé dans un comité économie à vraiment faire en sorte que ce bon usage, en fait, soit un peu plus développé. On a travaillé sur 3 axes. Donc, je vous l'ai dit, le sujet âgé polymédicamenté, l'antibiorésistance et le gaspillage. Et très concrètement, ce groupe de travail s'est mis en route très très vite. Qu'avons-nous fait? Premièrement, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'espère en tout cas que vous l'avez vu, une campagne grand public, réduisons le volume. C'est Médicamieux. C'est contre-intuitif, les gens disent c'est exactement ce que vous avez dit, mais en même temps, ça résonne beaucoup. C'est une campagne qui a eu beaucoup d'effets. Sensibiliser le grand public. Deuxièmement, évidemment, en partenariat avec les médecins généralistes, comment est-ce qu'on peut alerter les médecins généralistes et faire que le bon usage se développe encore plus? Là, on a fait des campagnes auprès de 130 médecins généralistes, 130 000 médecins généralistes des newsletters. On a travaillé avec un éditeur de logiciels d'aide à la prescription
pour faire en sorte que chaque fois qu'il y avait une prescription d'un sujet âgé de plus de 65 ans qui ressortait avec 5 médicaments, un pop-up sorte automatiquement sur l'écran du médecin, de telle sorte à ce que ça l'alerte et que ça l'amène à se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il n'y a pas dans cette ordonnance de médicaments qui sont incompatibles, dont l'effet va s'annuler? Est-ce qu'il n'y en a pas trop? Est-ce que la prise, comment sera la prise? Interroger. 23 000 médecins depuis le mois d'août ont downloadé ce logiciel. Sur 1,5 million d'ordonnances concernant ces patients qui sont sortis, 250 000 pop-up. Donc c'est le début, et nous allons continuer à travailler sur le gaspillage en particulier sur 2025. Donc ça, c'est des actions très très concrètes. Alors Johnson & Johnson, c'est un laboratoire qui a beaucoup de nouveaux médicaments. Est-ce que là, vous avez parlé de cas qui sont des médicaments à très large échelle, donc qui sont plutôt souvent des médicaments du générique? Est-ce que vous n'êtes pas en train de nous dire, les génériques, c'est pas grave, il faut en faire moins, mais par contre, les médicaments innovants, il faut continuer à... Alors, je pense que le bon usage des médicaments concerne tout le monde. Personne n'a envie qu'il y ait un patient qui prenne un médicament de trop ou un patient qui prenne un médicament qui pourrait annuler l'effet d'un autre médicament très important pour une pathologie grave, cardiaque, etc. Donc, je pense que ce bon usage, c'est vraiment l'affaire de tous. Je vais le répéter comme un disque rayé, c'est ce que je répète à mes troupes, mais je sais que tous mes pairs qui sont dans la salle font la même chose. La charte de la visite médicale impose à chaque personne de nos labos qui sont en contact avec un médecin, la première des choses qu'ils doivent savoir, c'est le bon usage. Et ça, c'est fondamental. Et ça ne s'arrêterait pas. Et après, évidemment, en dépendant de la classe de médicaments, la façon dont le bon usage se développe auprès des médecins est évidemment différente. Mais là, tout le monde est concerné. Ok, merci beaucoup. Frédéric, je vais passer à vous. C'est peut-être le cas le plus compliqué, en tout cas intuitivement pour moi, la sobriété, parce que l'hôpital aujourd'hui est encore majoritairement rémunéré sur des actes, et donc moins d'actes, c'est moins de revenus. Et autant la pharma peut peut-être se permettre d'amortir certaines baisses de revenus, autant les hôpitaux, je ne suis pas sûr. Le sujet, c'est qu'on ne maîtrise pas les prix, parce qu'on n'est pas le seul secteur à avoir cette problématique. Et le médicament, l'agriculture, on peut en prendre 3 000. Ouais. On n'est pas les seuls. Le seul sujet, c'est qu'on ne maîtrise pas les prix. Ouais. Ce n'est pas nous qui les fixons. C'est un sujet ambivalent, parce que d'une part, la sobriété pour les hôpitaux, c'est quelque chose il faudrait dépenser de l'argent, parce que c'est des recettes en moins. Ouais. Mais c'est aussi une façon de faire des économies. Okay. Et d'ailleurs, il ne vous aura peut-être pas échappé que dans le rapport chirurgie-produit de la CNAM, on parle de sobriété. Et c'est pratique parce que plutôt que de dire économie, maintenant on dit sobriété. C'est très pratique. C'est une nouvelle façon d'essayer d'aborder le sujet des économies à l'hôpital. Et donc la sobriété, c'est la technique pour parler des économies. Moi, ce qui me marque, c'est que si on veut aborder ce sujet, à mon sens, il y a 3 façons de s'y prendre. Et ça ne vaut pas que pour l'hôpital d'ailleurs. La première, c'est la stratégie de la décroissance. Il faut faire moins. Et c'est un peu le sens de votre question d'ailleurs. On fait moins et du coup on a moins de recettes, etc. Quand on parle de ce sujet dans d'autres secteurs, on ne se pose jamais la question de la décroissance. Les partisans de la décroissance, on les prend pour des fous furieux. Oui. Par contre, à l'hôpital, la décroissance, c'est souhaitable. Donc, je le dis sans polémique, je le dis juste simplement qu'on s'interroge sur ce mot, mais on sait le faire. Quand on limite le nombre de médecins, numerus clausus, quand on met un ONDAM en dessous de l'évolution de l'inflation, c'est de la contrainte, on sait faire décroître l'hôpital. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne l'a jamais fait, et on l'a fait sur aucun secteur économique. On n'a jamais fait ça. J'entends la bonne prescription. Est-ce qu'un jour, on a diminué la dépense de médicaments dans ce pays depuis 20 ans? J'en suis pas sûr. On la limite. On l'a jamais diminué. Donc ça, quand on dit sobriété, de quoi on parle? C'est réduire? C'est augmenter moins? Ou c'est faire différemment? Donc la décroissance, à mon sens, ça ne marche pas. Politiquement, ce n'est pas à la portée. On a par ailleurs des besoins qui sont croissants. On n'arrête pas de dire qu'on ferme des lits, qu'on a perdu de l'activité avec le Covid, qu'il faut retrouver l'activité. Les pouvoirs publics nous disent qu'il faut relancer l'activité. Et là, on nous dirait sobriété égale moins d'activité à l'hôpital. Bon, donc cette stratégie de décroissance, pourquoi pas? Mais moi, elle me questionne au-delà du fait qu'on perdrait des recettes, je vais y revenir. Mais c'est vrai, je rejoins sur un point, c'est qu'aujourd'hui, l'hôpital, il est structurellement organisé pour être en croissance. Un hôpital qui n'est pas en croissance, c'est pas de recettes. Donc c'est un budget compliqué, c'est crise sociale, etc. On ne peut pas investir. Une maternité qui n'est pas en croissance, elle est sous le seuil d'activité, elle ferme. Rendre hommage à Guy Valencien là-dessus, parce que c'est un peu son sujet. Quand un chirurgien n'en perd pas assez, s'il n'est pas en croissance, la qualité, elle est menacée. On opère moins bien. Donc la croissance a aussi des vertus. Et il se trouve que dans le milieu hospitalier, cette croissance, aujourd'hui, elle est consubstantielle à son mode de fonctionnement. Bon. Donc, premier sujet, décroissance. Deuxième sujet, et c'est un peu la ligne qui a été prise ces derniers temps, c'est de viser plutôt, et c'est un peu le sens d'ailleurs sur le médicament, c'est de viser la croissance modérée, en tout cas encadrée, le mot serait plutôt raisonné.
Et c'est un peu ce qu'on fait. Tous les CHU, et d'ailleurs c'est de très très belles initiatives qui sont prises, ont des plans de transition écologique qui sont assez ambitieux, sur le transport, l'énergie, le bâtiment, les achats durables, les déchets, je peux citer, voilà. L'hôpital est une activité économique très, très dense, et effectivement, plus on produit, plus on pollue, il faut le dire. Et donc tout l'enjeu, c'est à travers les actions qu'on mène, d'éviter que ça explose. Parce qu'en réalité, c'est le point que je disais avant, je ne connais pas, et notamment sur le plan économique, de mesures qui ont permis véritablement de faire de la sobriété au sens où on réduirait l'empreinte carbone. On évite l'augmentation. Et un exemple, le seul secteur sur lequel, moi, au CHU de Caen, on a réussi à diminuer cette empreinte, c'est sur l'énergie, parce qu'effectivement, on a eu un nouveau bâtiment, on a mis du solaire, etc. Mais on ne s'y est pas retrouvé du tout économiquement, parce que les prix ont explosé. On a tout juste absorbé Ça aurait été pire si vous l'augmentation des coûts. Donc ça aurait été pire, et c'est déjà bien. Et ce que je veux dire, c'est que quand on dit sobriété, faire moins, il faut regarder la réalité en face, c'est rarement le cas. Donc il y a des plans de transition éco. Il y a un sujet, ça fait 20 ans qu'on en parle, mais c'est un sujet de sobriété, fondamentalement, c'est la pertinence des soins. Vous le dites sur le médicament, on peut le dire sur le laboratoire, etc. Qu'est-ce qu'on en fait réellement? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui, vous le disiez avec les données, est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'affirmer qu'en travaillant sur la pertinence des soins, de dire qu'il y a 30% d'actes inutiles, et c'est sans doute vrai, on est capable demain de dire qu'on fait 30% d'activités en moins et qu'on rend le même service à la population? Ça reste quand même à démontrer. En tout cas, force est de constater que collectivement, ce sujet-là, on a beaucoup de mal à l'embarquer. Voilà. Mais très clairement, dans cette croissance raisonnée, le sujet de la pertinence des soins, c'est le sujet majeur pour l'hôpital. Et juste pour que ce soit clair, aujourd'hui, il n'y a aucun modèle économique qui rémunère la pertinence pour un hôpital. Aucun. C'est la recette en moins. Donc après, il y a des réformes en cours qui sont pensées, il y a des réformes à venir qui ne sont pas encore consolidées, qui annoncent qu'on va un jour peut-être prendre en compte cette logique. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas le cas. Il y a encore une prime à l'activité qui est très claire dans les établissements. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est comment on fait une croissance modérée. Et pour le coup, tous les acteurs publics, l'hôpital en premier chef, sont embarqués dans cette logique-là et tentent, avec les outils qui sont les leurs, de le faire. Puis après, il y a une troisième approche possible, mais qui est plus compliquée, c'est la grande transformation. On met tout à plat et on recommence. Et d'ailleurs, votre propos sur les données, je vais y revenir, de nous permettre de travailler ça. Sauf que ça demande quoi? Ça demande d'investir. Enfin, je ne vais pas, dans cette salle, tout le monde est au courant de ce qui se passe sur le budget national, sur la dette, etc. Je ne suis pas sûr on a déjà du mal à entretenir le parc hospitalier pour le quotidien. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de libérer des millions et des millions d'euros sur un grand plan de transition écologique pour rénover l'ensemble des hôpitaux, ne serait-ce que pour traiter uniquement le sujet énergétique. Je ne suis pas sûr que cet argent soit disponible. Donc on fait comment? Soit on ne fait rien, soit on se dit, on sélectionne. Et ça me permet de passer un message là-dessus, c'est que sur ce sujet de la transition écologique et donc de la sobriété pour les hôpitaux, si on ne peut pas tout faire, essayons de viser les plus hauts rendements dans les actions qu'on finance. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on s'empare dans les mois prochains, puisqu'il n'y a plus d'argent, je vais pas anticiper sur l'ondame à venir, mais on devine qu'il va être difficile. Mais il faut peut-être qu'on se pose la question de sélectionner les projets les plus structurants en termes de retour sur investissement. Et par exemple, à l'échelle du parc hospitalier, vous pouvez nous dire un peu ce que ce serait? Parce que tous les hôpitaux ont un peu le même problème, par ailleurs. Mais ça dépend si vous raisonnez. C'est pour ça que je dis transformation de système. Si on raisonne sur l'hôpital, moi je dirige mon hôpital et mon objectif c'est que le CHU de Caen aille bien, je pense qu'on passe à côté de l'objectif, parce que le sujet c'est pas celui-là. Le sujet c'est la dépense publique. C'est l'assurance maladie. Si je raisonne comme ça, c'est stratégie de passager clandestin, je vais prendre l'argent du voisin et puis basta. Et je ne suis pas sûr que collectivement ou l'intérêt général on s'y retrouve. Donc c'est pour ça que je dis une vision globale du parc hospitalier en se disant il y a 10 établissements les pires et on va économiser tant d'énergie, ça me paraît être une approche plus pragmatique pour avancer sur cette question, dans un milieu contraint encore une fois. Donc le sujet de l'investissement, le sujet de l'innovation, parce qu'effectivement on voit bien dans les différents plans qu'on est en train de faire qu'il y a beaucoup de sujets à travailler sur les gaz pour l'anesthésie, on a abandonné totalement un certain nombre de produits qui étaient très, très, très dangereux pour l'environnement, sur les produits d'entretien et d'hygiène. On travaille avec beaucoup de start-up aussi pour essayer de faire évoluer les produits d'entretien. C'est l'air de rien, mais à l'hôpital, c'est un sujet énorme. Et ça, le résultat économique d'une transition comme ça, est-ce qu'on sait ne serait-ce que ce que ça donnerait? On ne sait pas. C'est ce que je disais avant, c'est que c'est très difficile de dire que c'est ça qui va financer les hôpitaux demain. Il faut être franc. Et pour autant, il faut le faire.
Donc, à minima, moi, je considère qu'on devrait être content ou satisfait si on arrivait déjà à autofinancer ce type d'entreprise-là. Aujourd'hui, quand on fait des rénovations à l'hôpital, énergétiques notamment, sur le solaire, etc., on essaie de trouver des modèles où, sur 10, 20 ans, l'économie d'énergie finance l'investissement initial sur la rénovation. Bon, c'est ce genre d'approche qu'il faut faire. Mais encore une fois, il faudra la dupliquer plus largement. Et puis, un dernier point, c'est la refonte de l'offre de soins. Parce que dire moins d'hôpital, moins d'actes, là encore, une fois, on peut raisonner sur un CHU, un hôpital, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est comment on transforme structurellement la nature de l'activité qu'on fait. Et donc, si on dit moins d'hôpital, c'est comment on fait mieux de domicile, comment on fait mieux de prévention. Enfin, moi, ce qui me marque de votre intervention, c'est ça, c'est qu'on a un gisement, pour le coup, énorme sur ce sujet de sobriété à travers la prévention. L'hôpital, c'est à la fois, certes, un pollueur, mais c'est celui qui subit, d'une certaine façon aussi, à travers la patientèle qu'il accueille, l'impact du dérèglement climatique, enfin tout ce qu'on évoque sur l'environnement, etc., la pollution qui génère, du cancer, c'est de l'activité pour l'hôpital. Donc dire faire moins à l'hôpital, c'est peut-être prévenir et éviter la pathologie. Éviter, c'est quoi? C'est travailler, c'est la dynamique Owenel, c'est travailler sur l'ensemble des politiques environnementales, agriculture, alimentation, etc., sport, santé, etc. Et puis c'est aussi travailler sur le dépistage et une médecine plus personnalisée. Et c'est un peu ce que vous avez dit tout à l'heure, et moi j'adhère totalement. Je pense que le gisement majeur, il est là. Il est là. Et après, ça se fait sur des dizaines d'années, bien sûr. C'est pas quelque chose qu'on va inventer du jour au lendemain. Mais voilà. Pour conclure, je pense que c'est le sujet qu'il faut travailler. Ok, merci beaucoup. Delphine, vous voulez réagir? Oui, je pense que je vais rebondir sur le sujet de la prévention. On sait qu'on a un champ absolument incroyable devant nous, mais si on fait le lien entre prévention et sobriété, on parlait des mètres carrés, les meilleurs mètres carrés, c'est ceux qu'on n'a pas, les meilleurs soins, c'est ceux dont on n'a pas besoin. Donc, et pour être vraiment très brut de fonderie. Et derrière ce sujet-là, je pense l'activité physique, il y a d'autres thérapies non médicamenteuses, mais c'est absolument bluffant de voir à quel point l'activité physique, même modérée, quel que soit l'état de santé de la personne, peut contribuer à une meilleure santé. Alors, je lisais récemment une étude du département de santé de l'Université de Montréal qui disait que 20 minutes d'activité d'intensité modérée amenait un bienfait en matière d'anxiété, etc., entre 2 heures et 7 heures. Voilà. Et je prends cet exemple-là, on peut prendre la diminution du risque cardiovasculaire, la diminution du risque en termes de diabète. J'ai des gens beaucoup plus affûtés que moi sur ces sujets-là dans la pièce, mais voilà, il y a là un enjeu où, une fois de plus, toute la société, nous on parle beaucoup avec les entreprises, on parle beaucoup avec les employeurs, avec les partenaires sociaux, en leur disant l'activité physique est encore un peu plus dans les lieux de vie, dans les logements, dans les entreprises, à l'école. C'est vraiment quelque chose qu'il faut arriver à développer. Et l'activité physique, ce n'est pas une meilleure santé dans 20 ans. Ça peut être une meilleure santé pour tout de suite. C'est des accidents, des maladies graves évitées. Donc voilà, nous, quand on parle avec les employeurs, on leur dit, mais simplement encourager les gens, quand vous êtes dans un immeuble, à monter à pied 2 étages, à voir, de mon entreprise, on a mis des petits panneaux pour flécher vers les escaliers, qui sont sympas, qui sont colorés. Ça a l'air de rien. Ça, franchement, ça ne coûte pas cher. Ça, pour le coup, c'est économique. Mais voilà, le bénéfice, mais ça, quelque part, ce n'est pas moi qui fais l'action qui va en avoir le bénéfice immédiat, mais c'est si toute la société se met sur ce sujet d'activité physique, et franchement, c'est le plus simple de tous les sujets de prévention, parce qu'on sait que derrière, c'est plus compliqué, etc. Puis moi, je fais un petit appel suite à votre intervention sur, sur le sujet de la data et du bon usage de la data. Les assureurs, on se bat pour être en capacité d'avoir accès à de la data. Pas pour faire de la sélection des risques, parce que franchement, on n'en fait plus en santé. C'est illégal. Oui, d'accord, ouais. On n'en fait pas du tout. Mais la question, c'est qu'on a une certaine relation, on a des outils de marketing, on a la capacité à faire des campagnes. On ne va pas remplacer la CNAM, on ne va pas remplacer les campagnes de santé publique, mais on peut compléter. Et si en dépistage, en mammographie, on est capable d'augmenter de 10 points, parce que tout le monde s'y met, le taux de mammographie, on aura derrière un impact énorme. Sauf qu'au bout du bout, nous, on le fait un peu à l'aveugle. On prend quoi? La donnée, le sexe et l'âge, et point barre. Parce qu'on ne peut pas aller chercher d'autres éléments qui nous permettraient de conseiller, pousser, pourquoi pas en utilisant nos plateformes d'accompagnement, être en capacité de passer un petit coup de fil. Alors, ça, on ne peut pas parce qu'on ne peut pas avoir de data personnalisée pour mener des actions de prévention, une fois de plus,
en complémentarité de ce qui est fait par les pouvoirs publics. Alors, je rappelle juste que pour les mammographies de dépistage, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Hein. C'est toujours remboursé à 100% par la Sécu. Pas pour le diagnostic, mais pour le dépistage. Bertrand, vous voulez? Oui, moi, ce qui me frappe dans notre discussion et ce qui me frappe de façon générale, c'est que on n'est pas du tout dans une culture d'efficience. C'est incroyable. On n'est pas du tout dans une culture d'efficience. Alors que on a beaucoup d'informations qui pourraient nous permettre de mettre en place des actions d'efficience et qui, ça rejoint ce que vous dites, pour la même dépense ou avec moins de dépenses, permettrait de soigner beaucoup plus. Et que le primum movens de ça, c'est l'utilisation justement des données de santé. Et on a ce vaisseau amiral, mais on a par ailleurs un certain nombre de contraintes nationales spécifiques à la France qui sont en train de bouger. Mais pour ma part, je pense qu'il y a un vrai sujet de dire nous voulons tous, parce que c'est à la fois l'intérêt des professionnels, c'est l'intérêt des directeurs d'hôpitaux, c'est surtout l'intérêt des patients, nous voulons une médecine plus efficiente. Est-ce qu'on peut faire mieux avec moins d'argent? J'en suis absolument persuadé. Est-ce qu'on a les outils élémentaires pour mettre en place ces outils-là? On n'y est pas loin, à condition que chacun accepte de partager ces données, qu'on ait des règles qui ne soient pas le zéro risque, parce que sinon, pour la protection des patients, sinon on n'y arrive pas, mais qu'on soit dans une logique de bénéfice-risque. Xavier. Je voulais réagir parce que moi je suis un peu éloigné de la santé en tant que telle, même si j'en suis un spectateur attentif. J'entends deux choses qui me semblent intéressantes, c'est que en fait la sobriété, tout le monde reconnaît que c'est utile, enfin autour de la table on semble dégager une sorte de consensus, mais comment on y va? C'est le deuxième point. Et en fait, pour moi, je vois deux choses. Je vois la contrainte, et deux, la décision. La contrainte, ça peut être décidé extérieurement, et puis voilà. Et ça, on le voit par exemple sur le coût de l'énergie qui s'est envolé il y a 1 an et demi. Les acteurs ont fait 10% de sobriété comme ça, en un claquement de doigts. Donc c'est possible, on peut le faire. Et après, il y a la décision, et ça donne souvent du temps, parce qu'on parlait de l'impact social, économique, l'investissement à réaliser, etc. En fait, quand on a le temps, on planifie et on y arrive, mais il faut tirer le bord jusqu'au bout. Il ne faut pas changer de cap sans cesse. Et donc nous, on arrive à le faire en immobilier. On a moins de problématiques sociales peut-être, hein, on a un focus particulier, mais on sait le faire en immobilier. Donc j'entends qu'on devrait pouvoir y arriver. Merci beaucoup. Delphine. Non, je voulais juste réagir sur soigner mieux avec moins et vous parler un peu du mieux aussi, parce que le médicament a bien sûr un rôle à jouer là-dedans. Il y a des innovations thérapeutiques qui, quand elles sont mises sur le marché, soignent, idéalement peuvent même guérir, donc éradiquer certaines maladies. Donc je pense que c'est un équilibre à trouver entre les moyens, les mesures qu'on trouve, mais également à penser des efficiences en termes de mieux. Et l'innovation n'est pas forcément toujours un coût, mais au contraire, elle est génératrice de beaucoup d'efficience. Merci beaucoup. Frédéric, vous voulez finir? Il nous reste 1 minute. C'est compliqué pour conclure. En fait, je vais partager parce que j'entends tout ça et je me dis quand même qu'à la fin, il y a des gens qu'il faut expliquer, qui vont toucher moins d'argent, des structures qui vont fermer et que, encore une fois, je suis désolé de leur dire, mais le mieux avec moi je n'en ai jamais vu. Donc, non pas que je sois pessimiste, mais pour moi, ça n'existe pas. La question, par contre, c'est que si on arrive à dégager des marges, elles servent à quoi? Et aujourd'hui, effectivement, je ne suis pas sûr qu'il y ait un consensus pour dire sur quoi on met les marges. En général, quand on fait des marges sur le médicament, ça nous sert à financer l'innovation. Et c'est bien. Mais peut-être qu'il vaudrait mieux financer de la rénovation thermique. J'en sais rien. Mais ce que je dis, c'est qu'il y a quand même un débat public à avoir sur les priorités qu'on veut se donner quand on manque de moyens. Et aujourd'hui, chacun raisonne dans sa chapelle. Et quand on peut faire mieux, et encore avec moins, en général, on le garde pour soi. Et je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de penser l'intérêt général. Ou en tout cas, on le fait bénéficier aux patients. Oui. Merci beaucoup, vraiment, à tous d'avoir participé.